Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, toujours, salon Bipositive. Et en ce début de matinée, nous allons parler de construction durable, mais du point de vue de la santé. On va s'interroger, crise sanitaire oblige, mais pas que. On va parler de traitement de l'air principalement, de sécurité sanitaire, avec mes deux invités. À ma gauche, monsieur Marc Allenbar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Elios. Tout à fait. Elios Ventilation. Est-ce que vous pouvez nous présenter Elios Ventilation, s'il vous plaît? Donc, Elios Ventilateur est un fabricant de ventilateurs et de systèmes de ventilation, notamment de solutions en double flux pour l'habitat, le tertiaire et l'industrie. Vous couvrez tous les champs. Tout à fait. À côté de vous, monsieur Julien Pagis, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'une société qui s'appelle Bâti Air Santé. Bâti-Vert Santé. Bâti Vert Santé. Et vous êtes conseiller aussi, conseiller médical et environnement. Tout à fait. Votre société, qu'est-ce que c'est? Alors, Bâti-Vert Santé, c'est une société qui a vu le jour en 2018 et on a créé le métier de conseiller en dépollution. C'est-à-dire que nous, on va intervenir auprès des particuliers comme des professionnels sur les problématiques de polluants au sein des locaux et également en extérieur. Vous mettez en avant le R. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus sur la dépollution de l'air et sur l'air intérieur? Exactement. Le jeu de mots Bâti Vert Santé, le bâtiment vers la santé, c'est de proposer des solutions d'installation, de ventilation, de filtration et des matériaux plus sains. Alors, nous devions avoir un troisième invité qui, malheureusement, comme il le dit, il a été rattrapé par la crise sanitaire. Mais il nous a proposé, il a eu le temps de nous faire une petite vidéo d'introduction. C'est monsieur Simon Davis. Il est directeur environnement chez AIA. Et on va dire qu'il va nous poser, c'est un chercheur, il va nous poser en fait le débat. Et on lance cette petite vidéo pour 5 minutes. Je vous demande de regarder. Et puis ensuite, je vous demanderai de réagir. Bonjour à tous et merci pour cette invitation sur le thème bâtiment durable, construisons l'avenir. Il s'agit de sécurité sanitaire, santé, traitement de l'air, de l'eau potable. Alors je représente aujourd'hui la Fondation AIA qui mène des recherches prospectives sur les liens entre santé, architecture et environnement. On s'est beaucoup intéressé aux liens entre santé et cadre de vie. Et j'aurais souhaité être présent physiquement à ce plateau TV, mais j'ai malheureusement été un peu rattrapé par mon sujet, ce sujet de la santé. La crise sanitaire, elle vient mettre en lumière de manière brutale la fragilité de nos cadres de vie urbains et bâtis, et elle appelle nécessairement un regard distancié. Il ne faut pas céder à cet effet de mode, et il convient de s'appuyer sur l'étendue des connaissances scientifiques actuelles et des retours et d'expériences existants pour fonder une stratégie. Alors déjà en introduction de ce plateau, et puis pour faire écho un peu au nom de l'événement, Bipositive, il est bon, je trouve, de rappeler la définition positive et élargie de la santé donnée en préambule à la Constitution de l'OMS en juin 1946. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On voit que cette définition, elle interroge également la dimension temporelle de la santé, à la fois prévenir les pathologies, bien sûr contribuer à les guérir, mais aussi mieux vivre avec la maladie. Et c'est d'autant plus pertinent avec l'explosion récente des maladies chroniques qui sont inscrites dans la durée. Notre santé, finalement, elle résulte de l'influence de multiples facteurs, dont les effets vont se cumuler tout au long de la vie. C'est ce que l'on appelle les déterminants de santé. Et la prise en compte de ces micro-influences, c'est la clé de la promotion de la santé. Alors, il est aujourd'hui reconnu que l'état de santé des populations, elle serait déterminé par près de 70% par des facteurs que l'on peut influencer par le cadre de vie. Il s'agit notamment des questions de mode de vie, comme l'alimentation saine, l'activité physique, ou encore les paramètres socio-économiques et environnementaux associés au projet, l'air que l'on respire par exemple. Finalement, seulement 30% de la santé est influencée par les soins médicaux et la génétique. On voit que l'influence de notre cadre de vie, il est colossal. Et il constitue un levier pour agir de manière préventive sur le bien-être des populations. On peut se demander ce que l'on attend pour mettre l'ensemble des acteurs du cadre de vie au défi d'une forme de serment d'Hippocrate urbain élargi. Pour cela, on peut utiliser le concept d'urbanisme favorable à la santé qui a été initié par l'OMS en 2000 et qui vise à promouvoir une prise en compte justement des enjeux élargie de santé dans les projets d'aménagement et les projets de bâtiment.
Alors cette approche, elle contribue à renforcer les aménités de la végétation, par exemple. Elle permet aussi de mieux intégrer la place du corps en mouvement dans le cadre bâti. Elle permet enfin de nourrir une approche plus inclusive, plus équitable vis-à-vis des populations vulnérables et de prendre en compte de manière fine la réduction de l'exposition aux polluants. Alors pas de grande nouveauté, me direz-vous. Toutefois, il y a quand même 3 évolutions qui permettent aujourd'hui d'aller plus loin sur ces ambitions dans la pratique du projet architectural ou urbain. Premier paramètre, c'est l'accélération de la recherche. On voit que les études qui visent à identifier les facteurs urbains d'influence de la santé et de bien-être, ils se multiplient dans la littérature scientifique. C'est d'ailleurs l'un des sujets que l'on a choisi de traiter dans une exposition que nous avons menée à Venise récemment, un diagramme interactif des liens cadre de vie et santé qui recense les résultats de plus de 1000 articles sur ce sujet. Deuxième vecteur d'évolution, l'open data. Les données sociosanitaires des populations et les données environnementales, elles sont de plus en plus accessibles, soit librement, soit effectivement en consultant les agences régionales de santé par exemple. Ces données, elles méritent d'être mieux exploitées pour permettre de caractériser les singularités d'un territoire, mais aussi les vulnérabilités des populations. C'est une démarche que nous menons par exemple avec la ville de Grenoble en ce moment, avec un focus sur 2 secteurs opérationnels à aménager. Troisième évolution importante à prendre en compte, ce sont les outils de modélisation 3D numérique. Ces outils permettent de cartographier de manière prédictive les différentes composantes de l'environnement urbain et ils contribuent en ce sens à objectiver des indicateurs de perception, de confort, de ressenti, qui relevaient précédemment de l'intuition. À titre d'exemple, on peut donner le projet de recherche Modellaire Urba que nous menons actuellement avec le territoire de Plaine Commune et dont l'objectif est justement de mieux caractériser l'exposition aux polluants des populations à proximité d'axes routiers en agissant à la fois sur les morphologies de bâtiments mais aussi sur les usages développés. On voit que ces évolutions constituent une opportunité forte pour nourrir la pratique du projet architectural et urbain. Elles doivent toutefois être interrogées avec discernement, avec parcimonie. L'idée n'est pas l'émergence d'une forme d'hygiénisme 3.0 qui donnerait toutes les solutions. Et enfin, à titre de conclusion, et pour anticiper les futures interventions sur ce plateau, je trouve qu'il est intéressant de noter que la prise en compte des enjeux de santé et notamment de sécurité sanitaire dans le cadre de l'épidémie, ils ne se traduisent pas nécessairement par des dispositifs techniques ou surajoutés. On peut traiter cette réponse de manière temporelle, spatiale et architecturale. Ça fait écho, par exemple, à un travail que l'on mène actuellement sur le projet de l'hôpital de Meaux pour améliorer sa résilience à la crise sanitaire. On voit que prévoir une possibilité d'extension rapide du service des urgences en cas de crise, prévoir une mutabilité de certaines salles de consultation en lieu d'hébergement provisoire pour les soignants ou les malades, ou penser une dissociation des flux adaptés pour que les flux entrants, par exemple, de malades ne croisent pas des patients atteints de maladies chroniques et qui vont se faire soigner régulièrement. C'est autant de dispositifs spatiaux sans énormément de surcoûts qu'on peut intégrer dès à présent dans les projets. Voilà, je vous souhaite un très bon échange et merci pour votre attention. Voilà, le décor est posé, si j'ose dire. Et donc, je vais vous demander à tous les deux une réaction par rapport à ce que vous voulez d'entendre, mais aussi de voir, vous, comment vous abordez cette problématique de la santé dans le bâtiment et puis de la qualité de l'air intérieur. On va commencer par vous. Oui, alors effectivement, j'ai envie de dire que l'un des aspects positifs, sinon le seul, de cette crise sanitaire, c'est que ça nous a permis de, je dirais, prendre la mesure de la problématique de la qualité de l'air intérieur. Donc aujourd'hui, pour parler de ventilation, on sait que la ventilation est une part importante, a son rôle à jouer, contrairement à ce qui s'est passé ces 20 dernières années, où la ventilation était la 5e roue du carrosse. Aujourd'hui, elle a gagné, je dirais, ses lettres de noblesse à travers l'évolution réglementaire. On a la RE 2020 qui, pour la première fois, introduit une obligation de vérification des installations de ventilation avec des vraies mesures de débit. Donc ça, c'est une vraie avancée qui va nous permettre d'avancer, je dirais, dans l'amélioration de la qualité d'air intérieur. Et c'est ça qui nous tient à cœur. Voilà, mais là, on est dans le neuf. Hein. Alors non, pas forcément.
Quand on parle de RE 2020, on est dans le neuf. Oui, après, évidemment, dans le code de la construction et de l'habitat, il se trouve que là aussi, il y a une phrase qui a été rajoutée concernant la ventilation, c'est que si les travaux de rénovation sont mis en œuvre, il sera obligatoire d'assurer une qualité d'air satisfaisante à travers des travaux de ventilation maîtrisés. Et maîtrisés, c'est tout ce qui nous intéresse, puisqu'en fait, aérer, à savoir ouvrir les fenêtres, ce n'est pas ventiler, puisqu'une aération, ce sera toujours que ponctuel, alors que la ventilation a une vocation à être permanente, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous respirons en permanence. C'est une certaine logique. C'est assez logique. On reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. De votre côté, une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre et puis évidemment comment vous abordez cette question dans vos pratiques. Alors déjà c'est une belle introduction en matière, en termes de santé et bâtiment. Je rejoins surtout dans le discours les effets environnementaux. On parlait de 70%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on manque cruellement d'éducation en matière de qualité de l'air. Ces 30 dernières années, on a vraiment un retard accru. Vous dites on manque, c'est qui on ? Disons que quand je dis on manque cruellement, c'est qu'on n'est pas suffisamment informé de la problématique que ça peut apporter sur notre vie au quotidien et sur la santé humaine. Pour rejoindre ce que disait monsieur, mais déjà pour que vos auditeurs ont déjà une information sur la respiration, on respire en moyenne 15 000 litres d'air par jour. C'est considérable. Nos poumons, contrairement au tube digestif, c'est une zone d'échange. Et 1 litre d'air, une minute de respiration suffisent pour que nos 5 litres de sang passent dans nos poumons. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir inhaler en matière de polluants vont passer dans nos différents organes. Donc ça c'est essentiel déjà pour comprendre l'intérêt de la qualité de l'air dans les espaces clos. Et également, quand je parle de 30 ans de retard, c'est qu'on a beaucoup accentué sur les réglementations thermiques. En 40 ans, nous avons eu 7 réglementations thermiques, là où la réglementation des débits d'air du bâtiment date de 82, hormis cette nouvelle réglementation qui vient d'arriver. Donc voilà, on a un retard important. On vient juste de changer un petit peu les choses et encore, pour certains, les débits d'air auraient dû être changés et évoluer. Alors, changer les débits d'air, c'est une chose, mais surtout déjà les faire appliquer. Cette nouvelle disposition de la RE 2020, justement, va nous amener vers plus de qualité. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un problème, effectivement, de connaissance, mais aussi, à un moment donné, de compétences. Parce que ce qui est important, c'est d'appliquer la réglementation et de faire en sorte d'installer les bons produits et de les maintenir afin que leur performance soit durable. Voilà. C'est ça l'intérêt. Ça veut dire nettoyer les filtres, nettoyer les conduits. Exactement. Encore hier, en présentation à Energy Sprong d'une solution double flux associée à une paroi isolante, il y a des maîtres d'ouvrage qui sont passés en disant oui, votre truc là, il y a une maintenance. Évidemment qu'il y a une maintenance. Si on veut un air purifié, il faut changer ou nettoyer les filtres. Ça tombe sous le sens. Mais ces gens-là ne sont pas prêts à aller aussi loin dans la maintenance d'un appareil qui pourtant est là pour préserver leur santé. Voilà, déjà, le premier problème, la maintenance. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez, mais on avance vite, c'est bien. Mais juste, je voudrais qu'on revienne sur les polluants qu'on trouve à l'intérieur. Aujourd'hui, quand vous faites, vous, une analyse dans un bâtiment, une école, chez un particulier, qu'est-ce que vous trouvez ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, on est parti d'un constat. Nos maisons sont 5 à 8 fois plus polluées à l'intérieur que l'extérieur. Il existe environ plus de 500 polluants dans les logements. Donc déjà, c'est important de l'entendre pour justement comprendre l'intérêt de la qualité de l'air. Ensuite, nous, ce qu'on va surtout y retrouver, c'est beaucoup de COV, beaucoup de COV, des composés organiques volatiles. Faut savoir que les matériaux relarguent des polluants. Donc on va y retrouver dans les peintures, on va en retrouver également dans les sols, dans les mobiliers. On a aussi une problématique d'isolant. Je parle surtout en matière de rénovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est axé sur la rénovation énergétique, ce qui est une bonne chose pour que nos locaux et nos maisons soient moins énergivores. En revanche, effectivement, plus on va isoler, plus on va confiner l'air du logement. Et donc, pour revenir sur ce que disait mon collègue juste à côté de moi, effectivement, aérer ne suffit pas. Aérer, c'est essentiel. Il faut pouvoir aérer son logement 10 minutes, 15 minutes, matin et soir. Par contre, la ventilation, c'est vraiment le poumon de la maison. Pour une simple et bonne raison, c'est que la ventilation va permettre de renouveler l'air constamment. Donc, nous, on intervient aussi bien dans la pédagogie, mais également dans les installations. C'est vraiment le lien de notre société, c'est d'avoir créé
le savoir-faire d'un artisan, puisqu'on a 15 ans d'expérience dans le bâtiment, et les connaissances d'un conseiller médical en environnement intérieur. Donc on va pouvoir apporter des solutions concrètes sur le terrain en matière de dépollution de l'air intérieur, pouvoir expliquer et surtout sensibiliser le particulier et le professionnel. Cette dépollution passe forcément par de la ventilation. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire cette dépollution ? Alors oui, effectivement, il y a d'autres moyens et je dirais même que la ventilation, c'est un pilier, mais on va surtout s'adapter à l'environnement. Parfois, les ventilations sont totalement aux normes, elles ne posent aucun problème, elles sont entretenues régulièrement. Mais ensuite, vous avez effectivement les matériaux de rénovation. On va également pouvoir accompagner les particuliers sur la manière dont ils peuvent rénover leur intérieur. Et c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance de la part des artisans, pour une majeure partie, sur les polluants et sur les matériaux qui sont utilisés. Donc c'est là où on intervient. On est vraiment un petit peu comme le nutritionniste de l'air. Voilà, faire attention aux matériaux Tout à fait. qu'on utilise. Il y a quand même les pratiques aussi. Je veux dire, si je fume à l'intérieur de chez moi, si je fais de la cuisine et que je fais brûler les plats systématiquement, quelque part, je pollue. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, fumer dans son logement, bon, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Par contre, je vous rejoins sur le mode de vie. Le mode de vie a considérablement changé. Bon, vous êtes d'une génération où vous passiez... Attention à ce que vous allez dire. Vous êtes d'une génération, et je le suis également, parce que je m'inclus dedans, où on passait la majeure partie de notre temps, dans notre enfance, à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans les espaces clos, de par nos modes de vie. On utilise beaucoup de produits qui ne sont pas forcément respectueux. Donc les produits ménagers qui sont souvent les plus connus, mais pas que, les produits de matériaux. Et c'est vrai que tout ça, avec le manque d'information, fait qu'on a une concentration de polluants qui est bien plus importante. Alors c'est des choses qui sont pas... on peut les améliorer. On peut les améliorer et il faut en parler. Mais c'est vrai que nos modes de vie influent énormément sur la pollution. Alors, il y a quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, parce que les politiques s'en sont emparés, et il n'y a pas une émission sur la Covid et les écoles sans entendre parler de purificateurs. On est obligé d'en parler un petit peu. Quel est votre point de vue sur le purificateur ? Alors, le purificateur peut avoir un intérêt, mais ce qui est certain, c'est qu'il nous faut de l'air neuf extérieur. Donc, il faut renouveler l'air. Donc, en renouvelant l'air suffisamment, déjà, on dépollue, entre guillemets. En revanche, effectivement, lorsqu'on se retrouve dans des endroits où les débits ne sont pas suffisants, pour X raisons, comme par exemple des écoles, où le système de ventilation n'a pas été mis en place, à ce moment-là, un purificateur d'air peut servir ponctuellement à améliorer. Alors, il y a différentes technologies qui existent, qui marchent plus ou moins bien, mais là aussi, il y a un entretien. Donc, il ne faut pas l'oublier. Mais effectivement, ça peut être une solution ponctuelle, mais c'est que du ponctuel. C'est-à-dire que là, on réagit par rapport à une crise, mais il faut quand même savoir que des investissements vont être faits, et d'ailleurs, c'est une des priorités du gouvernement que de rénover les établissements d'enseignement à grande échelle, afin que, effectivement, nos enfants aient de meilleures conditions d'apprentissage. Et ça passera forcément par la mise en place de ventilation double flux avec récupération d'énergie. Voilà, et traitement de l'air. Oui. J'ai interviewé dernièrement Suzanne Déhoux, que tout le monde connaît sur le sujet, qui me disait que seulement 11% des écoles aujourd'hui étaient équipées d'un système de ventilation. Ah oui, oui. En gros, c'est des écoles neuves, quoi. C'est ça. Alors tout à fait, et effectivement, je reviens sur l'introduction. Effectivement, la problématique qu'on a, c'est qu'on regarde beaucoup sur les écoles neuves, à juste titre, parce qu'aujourd'hui, c'est la problématique, c'est de pouvoir construire des écoles avec un environnement plutôt facilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément à faire dans la rénovation. Dans la rénovation, c'est la rénovation le vrai sujet, en fait, normalement. Oui. La rénovation et la maintenance, peut-être. Alors, la rénovation, certes, oui, effectivement, puisque la plupart des écoles, des collèges, des lycées sont existants, ont été construits à une époque où la ventilation n'était justement pas prise en compte. Pire, il y en a un certain nombre qui ont déjà été rénovés sans qu'on travaille la ventilation, c'est-à-dire qu'on a étanché le bâti et on n'a pas pensé à mettre en place des systèmes. Et c'est pour cette raison qu'Helios Ventilateur, entre autres, propose une gamme d'unités terminales double flux décentralisées, c'est-à-dire un appareil par salle de classe qui est très rapide à mettre en œuvre et très simple à maintenir également. Voilà.
Ce système-là va nous permettre, donc, en rénovation, mais dans le neuf aussi, de faire le renouvellement de l'air. Voilà. Je reviens à l'interview que j'ai faite de Madame Déhou il y a quelques temps. Elle me disait que les débits d'air dans les écoles n'étaient pas suffisants et qu'il fallait les porter au niveau des bureaux et au niveau d'une salle de réunion dans un bureau. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de ventiler selon les besoins. Ça, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait de COV, de CO2. Le CO2 est un marqueur du confinement. Donc, ce qui se passe, c'est que dans nos unités terminales, nous avons des sondes CO2 à la reprise qui permettent d'ajuster les débits d'air aux besoins. Donc, effectivement, on va pouvoir dimensionner ou, entre guillemets, surdimensionner les machines par rapport au débit réglementaire actuel. D'ailleurs, la plupart des programmes des régions le demandent. Actuellement, dans une école, c'est 15 mètres cubes heure par élève, 18 mètres cubes heure dans le secondaire, ce qui peut être insuffisant par rapport aux 25 mètres cubes heure qui sont demandés, par exemple, par le Code du travail pour l'enseignant. Il faut quand même savoir que les élèves et l'enseignant ne sont pas soumis à la même réglementation, ce qui fait que globalement, on admet qu'on va plutôt prendre 25 mètres cubes heure par occupant. Donc surdimensionner un petit peu les machines, sachant que de toute façon, elles vont s'adapter automatiquement aux besoins. Voilà, ce qui est important aussi, puisqu'on parle de rénovation thermique, d'efficacité thermique, il ne faudrait pas que la ventilation vienne à casser le travail qu'on fait sur l'enveloppe du bâtiment. Mais de toute façon, il faut ventiler, c'est important pour la santé. Et c'est d'abord pour ça qu'on ventile. Alors oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de double flux énergétiquement optimisé, de ventilation énergétiquement optimisée, puisqu'il y a un récupérateur de chaleur, donc un échangeur à plaques parfaitement étanche, qui permet de récupérer 90% de l'énergie de l'air extrait pour préchauffer l'air neuf. Donc on a très très peu de déperdition par la ventilation. C'est-à-dire aujourd'hui, technologiquement, nous avons les réponses. C'est simplement une question de volonté et de coût et surtout de bonne mise en œuvre. Alors, on a vu ce que vous préconisez. De votre côté, qu'est-ce que vous préconisez dans la mise en place d'une ventilation ? Là, on a vu dans les écoles, j'imagine que vous partagez à peu près le même point de vue ou vous voulez ajouter quelque chose ? Et après, je vous demanderai comment ça se passe chez le particulier. Alors, oui, bien sûr, je partage le même point de vue dans le sens où effectivement, il y a un travail colossal à faire en matière de renouvellement de l'air dans les écoles, mais pas seulement. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la crise Covid, il y a une prise de conscience qui émerge de plus en plus auprès des professionnels, à savoir comment améliorer la qualité de l'air dans les entreprises. Il existe plusieurs systèmes. On parlait de purification, donc la purification est un système complémentaire, surtout quand on va parler de filtrer pas. Donc on va parler simplement de filtrer et pas d'apporter d'autres polluants dans l'espace. La ventilation est un point important. Et je dirais surtout qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous, on intervient aussi dans la formation des salariés, des collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on installe des systèmes de ventilation ou de filtration, mais on va aussi accompagner les entreprises de manière à ce qu'ils aient une compétence supplémentaire sur la problématique en matière de qualité de l'air. Donc toutes les TPE, les PME, les restaurateurs, les boulangeries, les boucheries, et j'en passe, ont un intérêt à s'intéresser à la qualité de leur air intérieur, pour leurs collaborateurs, mais également pour leurs clients. Les collaborateurs, les clients, et puis après, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, il y a aussi le bâti qui souffre d'une mauvaise qualité de l'air intérieur, puisque là, on va retrouver des condensations de ce type de choses, et avec des développements de moisissures qui, elles, peuvent être très dangereuses pour la santé. Alors, oui, effectivement, les moisissures, on en parle souvent. Faut le savoir, les moisissures, on en respire tous. Il en existe des... Je dis ça parce que mon allergologue m'a dit attention aux moisissures. Oui, tout à fait. On en respire tous. Il en existe des millions dans l'air ambiant. C'est vrai qu'on va surtout s'intéresser aux moisissures quand elles sont visuelles. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique de la qualité de l'air, c'est qu'on a tendance, à partir du moment qu'on est en bonne santé, à la mettre de côté pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle n'est pas visuelle. Donc on a énormément de pédagogie à mettre en place auprès justement des particuliers et des professionnels. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, chez les particuliers, il existe des solutions de surpression. C'est-à-dire qu'on intervient à l'inverse d'extraire l'air, on va venir filtrer le logement et on intervient en surpression dans les logements. Donc il existe différentes solutions qu'on va venir adapter en fonction de la typologie du logement. Les systèmes double flux sont de très bonnes solutions, mais qui ne sont pas toujours adaptables en matière de rénovation. Donc
on se doit d'adapter en fait en fonction des logements. En fonction des logements, hein. C'est vrai que c'est pas toujours simple de passer, le passage des gaines n'est pas toujours évident. Alors effectivement, c'est pour ça qu'on a des solutions pour éviter le passage des gaines, certes. Ce qui est essentiel, c'est effectivement d'adapter à chaque, je dirais, besoin, la bonne solution technique, de façon à rester, encore une fois, ce mot est essentiel, énergétiquement optimisé. Il faut trouver la bonne solution pour améliorer la qualité de l'air intérieur, c'est clair, en consommant le moins d'énergie possible. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Je voulais revenir sur la crise Covid et revenir sur ce que disait mon collègue. Il existe des solutions. Ce n'est pas une fatalité, il en existe. Aujourd'hui, nous, on est en mesure de pouvoir filtrer justement le virus du Covid, puisqu'on va parler de taille. Et aujourd'hui, on est en mesure de filtrer des polluants jusqu'à 2,5 microns, des particules. Donc on a les solutions. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir la mettre en avant. Mais on a la possibilité de faire revenir les clients de professionnels dans les espaces clos. Voilà, l'idée c'est quoi ? C'est des filtres sur des filtres particuliers sur les centrales de traitement d'air ? Comment ça se passe ? Par exemple, oui, entre autres. Voilà, donc c'est pas le courant d'air qu'on a dans les jambes en ce moment. Ah non, et qui... c'est non maîtrisé justement. C'est non maîtrisé, voilà. On a un slogan chez Bâtivers Santé, aérer c'est bien, filtrer c'est mieux. Et aujourd'hui, pour nous, on fait partie justement de ces acteurs où on pense que la filtration, on devrait la mettre dans bon nombre de nos locaux. Voilà. On arrive un petit peu au terme de l'échange. Je vais vous demander à tous les deux une conclusion. Je vous trouve optimiste. Et donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Est-ce que vraiment, avec la RE 2020, avec le décret tertiaire, l'obligation donc de faire de réaliser des économies d'énergie et d'y lier de la ventilation, on va y arriver, ou est-ce qu'il y a quand même encore un effort important à faire sur le sujet ? Parce que ça fait 20 ans que je traîne dans le secteur du bâtiment en tant que journaliste, et ça fait 20 ans que j'entends le même problème en fait. Hein. On ne ventile pas, et quand on ventile, on n'entretient pas. Effectivement, mon collègue le disait tout à l'heure, le problème avec l'air, c'est qu'on ne le voit pas. Quand vous avez une fuite d'eau dans un appartement, vous voyez la fuite et vous intervenez. Quand vous avez une fuite d'air sur un réseau aérolique, il ne se voit pas. Donc on se bat depuis des années pour déjà professionnaliser la filière. La mesure des débits est un aspect réglementaire bienvenu. Il y a les règles de pose, les règles de l'art. Quand on parle souvent en ventilation des règles de l'art, ce sont des règles aéroliques. Il y a des vraies connaissances, et c'est très ancien, hein. Ça date pas d'hier. On connaît les réglementations et la physique associée à l'aérolique, mais il y a trop peu de gens dans le métier qui sont capables de les mettre en œuvre. Donc c'est une question de compétence et de la création d'un vrai métier, le métier de ventiliste quelque part qu'on demande. Voilà, on a besoin d'un ventiliste. Hein. Quand on est particulier, celui qui fait la ventilation, c'est l'électricien. Et voilà. C'est souvent c'est ce qui coûte un peu. C'est là-dessus qu'on fait des arbitrages au niveau financier. J'ai l'habitude de dire que quand on met un coude dans un câble, hein, le courant il passe pareil. Alors que l'air, quand on lui met un coude, il y a des pertes de charge. Et cette notion-là, l'électricien ne l'a pas. Alors que le chauffagiste l'aura beaucoup plus. Parce qu'en cela, l'air se rapproche beaucoup plus de l'eau. Vous avez le mot de la fin. Je vous en remercie. Rappelez qu'aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est environ 60 000 décès au national. Donc, c'est des chiffres. Même si on n'a pas... À l'intérieur ou air en général ? Non, en général. À l'intérieur, on est entre 20 et 30 000, donc du moins c'est estimé. Et que le coût, aujourd'hui, est colossal, puisqu'on parle d'environ 100 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de palpable. On est vraiment dans une réalité. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, on est optimiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réglementations qui vont arriver. À partir du 1er janvier 2023, tous les professionnels, établissements recevant du public, auront l'obligation de surveiller la qualité d'air dans leurs locaux. Donc c'est quelque chose aujourd'hui où de toute façon, on est amené à le faire. Il faut prendre le taureau par les cornes. Donc surveillance de la qualité de l'air et puis quand même une bonne installation. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler de qualité de l'air intérieur, de santé en général, et de qualité de l'air intérieur en particulier. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositive et le magazine Planète Bâtiment. Excusez-moi. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci.